Allô tout le monde, vous êtes à l'écoute de HR with Flo. Au menu, nous aurons des discussions, des invités et des conseils sur le monde des ressources humaines et la question de talent. Je me présente, Karine Pelletier. Charline Florestal. Bonne écoute! Bonjour Charline! Allô Karine. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci Charline. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, je pense, qui est toujours d'actualité. Il faut qu'il demeure d'actualité. Notre invitée aujourd'hui, c'est Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour à vous deux, merci de l'invitation. Donc Aurélie, j'aimerais que tu parles à nos auditeurs d'un sujet qui te tient à cœur. J'aimerais que tu te présentes, que tu parles un petit peu de toi, de ton histoire. Ouais. J'ai pas de mots, donc alors je te laisse parler. D'accord. Ben oui, je m'appelle Aurélie. Comme mon accent peut me trahir, je suis française. Ça fait 5 ans que je suis arrivée à Montréal. Et je suis HR partner pour une entreprise de conseil. Donc voilà, ma petite introduction. Qu'est-ce qui t'a amené de la France à ici? Ça avait toujours été un projet de quitter la France après quelques années après les études, valider quelques années en France pour avoir une expérience, on va dire, legit. Et après, quitter pour l'international. C'est pas un projet que j'ai fait toute seule, honnêtement, j'étais avec mon conjoint. C'était toujours quelque chose qu'on avait voulu faire. Le Canada, on avait plusieurs idées de pays. Le Canada, c'était vraiment, on avait déjà des amis qui étaient ici. On est venu un été pour voir, puis on est resté une semaine. On a aimé, vous connaissez Montréal l'été, c'est irrésistible. Ah ben oui. Donc, on s'était vraiment décidé sur Montréal. On a commencé les démarches d'immigration. Après, on s'est dit, d'ici un an, en gros, on est à Montréal. Donc ça, c'était en 2018. Puis, été 2019, j'étais ici. Donc, on va dire... Ta carrière a commencé en France. Ma carrière a commencé en France et avec le même employeur avec lequel je suis actuellement, mais j'ai changé de rôle entre la France et ici. Okay. Donc, c'est une entreprise de conseil. Donc, en France, j'ai commencé en tant que business analyst. C'est vraiment un mot valise pour dire t'es junior dans une entreprise de conseil. Tu fais un peu de tout ce qu'on te demande de faire, dépendamment de ton client. J'ai fait ça 2-3 ans. Puis... la relation avec les clients, les types de clients qu'on avait, la culture française par-dessus tout ça, la culture parisienne, parce que je ne suis pas parisienne. Ça a ajouté, c'était des petites choses qui s'ajoutaient les unes aux autres, puis je me reconnaissais pas quoi dans... Mais parle-nous de ton processus, pourquoi la santé mentale et parle-nous de ton histoire. Ouais. Honnêtement, la santé mentale, c'était pas forcément... quelque chose auquel je prêtais attention ou quoi. C'est plus les aventures, les expériences de la vie qui m'ont amené à y payer un petit peu plus attention. Je pense qu'on a tous eu un petit moment une crise existentielle ou une grosse remise en question à la période du Covid. Moi, c'était une période qui était très chargée au niveau du travail, où l'année 2020 était quand même, on ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait. Puis 2021, on a vu qu'on a eu une explosion au niveau des demandes. Honnêtement, c'était extrêmement sollicité, des journées de 12, 13 heures de travail par jour, où les gens étaient chez eux. Moi, en tant que RH, ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de questions qu'eux avaient, que moi-même j'avais en tant qu'employée, mais ils s'attendaient à ce qu'on ait des réponses pour eux, alors qu'on était tous dans la même situation. Est-ce que ça a déclenché tes sentiments, entendre tes employés vivre tout ça? Est-ce que c'est un élément, c'est ça le mot, est-ce que c'est un élément déclencheur? Je pense que c'était pas forcément déclencheur en tant que tel, mais on va dire que en tant qu'humaine, j'ai de l'empathie. Ça peut être très bien dans la vie quotidienne, etc. Mais quand il y a une situation qui est un peu compliquée en face, c'est comme si je récupérais un petit peu du bagage de la personne en face de moi. Tu l'absorbes. Puis je l'absorbe. Okay. Et après, j'ai du mal à processer. C'est pas que j'ai du mal, mais ça va me prendre du temps, j'y pense. Et donc, il y avait plein de situations qui étaient quand même assez compliquées à ce moment-là. Puis, la charge de travail, les gens ayant vraiment un besoin... d'immédiat dans les réponses, dans la façon dont il fallait gérer. C'était vraiment une urgence après l'autre.
Ça a juste fait un trop-plein, puis boum, quoi. Ça a explosé. J'ai 2 questions pour toi. La première, c'est est-ce que c'est l'aspect, je sais qu'au niveau du travail en France, les exigences sont plus probablement, on va dire, tu dois être plus présente. Ouais. La relation au travail est un peu différente en France qu'au Canada, au Québec. Clairement. Et j'aimerais ça que tu nous en parles. Puis la deuxième, c'est est-ce que oui, tu as vu venir, mais est-ce que c'était possible pour toi je vais finir par m'exprimer, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est moins fluide. Est-ce que tu aurais pu identifier ton mal-être avant? Ouais. Pour la première question, oui, définitivement, la France et le Canada, le Québec, enfin, c'est vraiment pas du tout la même chose. On partage la même langue entre la France et le Québec, mais ça n'a rien à voir. En France, quand on est au travail, enfin, moi, j'étais vraiment dans un environnement corpo. Il fallait être en présentiel tout le temps. Notre client, il fallait qu'il nous voie pour avoir l'impression qu'on travaille pour lui. Donc, on était dans les bureaux du client, je pouvais pas partir avant mon client, même si j'avais fini mon travail. Il y a vraiment un gros... il y a du présentéisme, en fait, où les gens sont au travail, mais ils sont pas forcément productifs. Il y a aussi un gros poids de la hiérarchie, c'est-à-dire que moi, je commençais, je venais juste de finir mes études. C'était comme si j'avais 0 légitimité, quoi. Un petit syndrome de l'imposteur aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes autour de moi, puis des hommes qui parfois faisaient des petites remarques sexistes. Bon, je suis privilégiée dans cette position-là, mais je suis une personne blanche. J'ai des personnes autour de moi qui ne sont pas des personnes blanches et qui ont pu même vivre du racisme au quotidien, au travail. Donc, je sais pas, c'était vraiment un climat qui était assez lourd, où je me reconnaissais pas dans les valeurs. Je me voyais pas même évoluer en France. Là, aujourd'hui, on me dit, Aurélie, il faut que tu retournes en France pour travailler. Je ferai X. Ça serait difficile. Ce serait compliqué. Ouais, ce serait compliqué. Puis après, au niveau de si j'avais pu faire de la prévention sur ça pour moi-même, oui, j'aurais pu. Mais je pense que je me disais, au final, tous les gens autour de moi, ils vivent un peu ça à des degrés différents. Je me disais, je suis pas exceptionnelle à cet égard. Les autres, ils vivent un peu la même chose. Donc... moi aussi, puis je suis dans une situation privilégiée où j'ai quand même... mon employeur, c'était quand même un salaire qui était confortable, qui me permettait de faire tout ce que je voulais faire dans ma vie. Il y avait des avantages sociaux, donc je me disais, avale la pilule et continue, quoi, jusqu'à ce que, au final, ce sentiment-là s'installe, ça devient ta norme, puis au final, tu te retrouves un peu dans un cercle vicieux, puis tu as du mal à remonter la tête de l'eau, quoi. Mais si je comprends bien, toi, t'es partie en burn-out, c'est ça? Ouais, en gros, j'étais vraiment épuisée. C'est juste un jour, j'ai commencé ma journée comme toutes les autres journées, puis j'étais à mon, je sais pas moi, 3e ou 4e appel de la journée, puis au bout d'un moment, je sais pas, j'ai commencé à pleurer, puis j'arrivais plus à m'arrêter, quoi. Mais est-ce que tu sens que c'était un burn-out sur ton burn-out? T'étais déjà... mais je pense que ça faisait... Oui, j'avais vraiment tiré sur la corde, quoi. Ouais, j'aurais dû vraiment adresser ça des mois avant. Là, j'ai vraiment attendu d'être au bout du bout. Puis on voit ça souvent, hein, en tant que RH, les gens, ils attendent vraiment d'être au pied du mur pour prendre des actions et prendre soin d'eux. Moi, je donnais des conseils aux employés, faites attention à vous, écoutez-vous. Puis au final, on est hypocrite dans ces situations, on ne s'applique pas à soi-même. Et donc j'étais en burn-out, épuisement professionnel. J'ai pris 1 mois de leave of absence, d'arrêt de travail. Maladie, arrêt maladie. Puis je suis revenue, mais pendant ce mois-là, la première semaine, j'étais un peu sonnée. J'étais là, je sais pas ce qui se passe. C'était un peu, grosse remise en question. Puis après, je me suis dit, Aurélie, je suis pas dans le style de juste laisser ma situation... Donc, il y avait une pression sociale. Tu as besoin de repos, tu prends 1 mois, tu aurais pu en prendre plus, mais vu que tu ne veux pas laisser ton entreprise à ton poste à découvert, les gens ont besoin de toi, est-ce que toi, tu t'es fait une pression? Pour retourner? Ouais, puis j'en avais besoin aussi parce que,
bon, on m'aurait dit honnêtement, puis bon, c'est pas moi qui ai décidé de 1 mois, honnêtement. Je suis allée chez le médecin. Au début, ils m'ont dit, je pense que c'était un jeudi, il m'a dit, je t'arrête jeudi, vendredi, puis tu repars lundi. Je lui ai dit, si vous me faites ça, lundi, je vais revenir. Je sais que je vais pas être capable de reprendre. Et donc, il m'avait arrêté 2 semaines. Puis après, je suis repartie chez le médecin. Ils m'ont dit, OK, on te réarrête pour 2 semaines. Puis il m'avait dit la même chose. Si tu te sens pas bien, tu reviens, puis on te réarrête. Mais honnêtement, c'est éprouvant. Enfin, moi, j'ai pas de médecin de famille ici. Il fallait à chaque fois... C'était comme si on remuait un petit peu le couteau dans la plaie. Puis c'est santé mentale. C'est pas comme s'ils pouvaient m'ausculter. Et oui, j'ai une plaie au bras. Et dans ces cas-là, oui, je peux pas travailler, quoi. Okay. Et c'était... Il y avait un petit truc de légitimité. Donc, j'ai un peu senti que j'étais pas légitime de demander plus. Et donc, il fallait que je prenne juste les choses... entre mes propres mains. Et donc, j'ai fait mes recherches. Je me suis dit, Aurélie, tu peux pas repartir dans ce même environnement en ne changeant pas les choses. Parce que sinon, je savais pertinemment que 1 mois, 2 mois après, ça allait juste se répéter. Et au final, j'allais repartir en leave of absence. Puis, ou même quitter l'entreprise. Parce que quand on voit pas d'issue de sortie, ça peut être aussi radical que ça. Et donc, j'ai fait mes recherches, mes lectures, écouté des podcasts pour voir... Mais les gens qui sont passés par là, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui est possible de faire. Parce que même si j'étais en RH, au final, je travaillais dans une entreprise où c'était pas forcément la culture, la norme de je reviens et je demande que les choses changent. Et faire un peu des changements, on va dire, radicaux, même si c'est pas si radical que ça. Mais donc je me suis dit, Aurélie, il faut que juste tu prennes les choses entre tes mains et tu sois ton propre... advocate, quoi, parce qu'il y a personne allait faire ces changements, personne allait savoir ce qui allait fonctionner pour moi. Et quels sont les... Oh, je t'ai coupé, Charline. Non, c'est correct. Vas-y, j'ai mémorisé ma question. Quels sont les changements radicaux que tu as fait ou que tu as proposé? Ouais, mais moi, j'ai vraiment eu la chance de... Enfin, j'avais une manager qui était vraiment superbe à l'époque et qui m'a dit, quand je suis revenue, tu me dis ce dont tu as besoin et moi, je serai là pour te supporter. Et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Des petites recherches que j'avais faites, j'avais vu que la semaine de 4 jours, parfois aidait. Parce que moi, la difficulté que j'avais, c'était je bossais vraiment des longues journées, vraiment du lundi au vendredi. Mon week-end, ma fin de semaine, 2 jours comme tout le monde normalement. Mais pendant ces 2 jours, je pensais encore au travail. Donc en fait, j'étais toujours un peu connectée, même si j'étais pas productive à mon ordinateur. Je pensais aux problèmes des gens... trouver des solutions anticipées pour ma semaine. Et donc, j'avais pas le temps de juste reposer mon cerveau et penser à la Aurélie de tous les jours et pas la Aurélie qui travaille pour l'entreprise. Et donc, je me suis dit, j'ai juste besoin peut-être d'1 jour de plus. Et donc, travailler 4 jours, garder mes 40 heures sur 4 jours et avoir mon vendredi pour moi. Donc, passer la semaine de 4 jours sans réduction de nombre d'heures. Et après, avoir mon vendredi pour moi, une fin de semaine de 3 jours pour vraiment récupérer, déconnecter, faire des choses qui sont importantes pour moi, puis prendre plus de temps pour moi. Ça me fait beaucoup penser à quand on part en vacances. Tu sais, quand on part en vacances, les 2 premiers jours, on est encore dans le travail. Puis après, c'est là qu'on lâche prise. Il y a un temps avant de lâcher prise. Puis ça me fait penser à ça. On me dit toujours, Charline, prendre 1 semaine, c'est pas assez. Ça sert à rien. Le temps, ça sert à rien. Ça sert, mais le temps que tu oublies le travail puis tu lâches ton téléphone ou le réflexe de regarder, pour ceux qui ont leur travail dans le téléphone, ça te prend du temps. Mais je voulais retourner, pour pas oublier ma question, qu'est-ce que je voulais discuter, c'est tu fais paraître ça tellement facile, mais je sais que c'est pas facile. Ah non, c'est pas De facile. pouvoir set ses boundaries, de pouvoir je trouve que c'est du courage. Ouais, puis ça demande beaucoup de vulnérabilité parce qu'en fait, tu montres aux gens que, j'ai craqué. Il y a plein de gens qui y arrivent, tant mieux pour eux, mais moi, c'est juste, j'ai craqué, quoi. Il y avait trop pour moi. Puis tu montres aux gens que je peux pas faire tout ce que peut-être les autres gens... sont capables de prendre sur leurs épaules. J'ai besoin que ça ressemble à autre chose, quoi. Puis, ça demande du courage, ça demande d'être honnête avec soi-même, en fait. Et souvent, ça commence avec ça. On n'est pas honnête avec soi-même, on n'est pas honnête avec... mon corps me dit quelque chose, mais je ne veux pas l'écouter. Donc,
Ouais, ça demande un peu de courage et envers soi-même, puis après il faut l'avouer aux autres. Ça, c'est une autre étape. C'est tout un processus. Est-ce que tu as eu peur de perdre ton emploi en suggérant à ta gestionnaire qu'il fallait que les choses changent? Voici ce que je peux te proposer. Tu lui as proposé la semaine de 4 jours. Ouais. Ça a été une proposition ou tu en as eu d'autres? Non, honnêtement, j'avais demandé que ça. Puis au début, c'était j'aimerais essayer ça pendant quelques mois, voir si ça fonctionne. Puis pour remettre les choses dans leur contexte, on était en 2021. Il y avait une pénurie de talents. C'est vrai. J'étais un peu dans une position où de force. Ils ont besoin de moi. Mm-hmm. Et puis, bon, je ne veux pas me vanter, mais Charline, on a travaillé ensemble. J'ai bonne réputation dans ce que je fais et là où je travaille. Donc, j'avais jamais eu cette peur. Mais j'avais plus la peur de... j'étais dans un parcours d'immigration. J'avais un permis de travail fermé avec eux. Mon conjoint avait un permis de travail ouvert grâce à mon permis de travail fermé. J'avais plus peur, j'avais plus la pression sur cet aspect-là de si jamais ça se passe mal. Et j'avais pas peur de moi me faire licencier, mais moi de partir. Si je pars, il faut que je retrouve un emploi, qu'on fasse ce processus de permis de travail fermé, etc., etc. Et c'était plus ça qui me stressait, plus le côté immigration, parce qu'on est bien à Montréal. On sait qu'on veut rester ici, on n'avait pas du tout pour projet de partir, quoi. Puis, mais j'aime le fait que qu'est-ce que les gens réalisent souvent pas, que tu as réalisé, c'est ta position de pouvoir. Et aussi, souvent dans des entreprises internationales, être bilingue, parler français, c'est une position de force aussi. Ouais. Puis il y a tout un côté réputation aussi, quand les gens voient, parce que ça se sait quand on part, et puis honnêtement, l'année 2021, c'était un peu les hécatombes autour, enfin, c'était pas seulement les métiers RH, quoi, c'était tous les métiers dans l'entreprise qui étaient impactés, et les gens tombaient comme des mouches, comme ça, à cause d'épuisement. Le fait de voir que les gens étaient soutenus, qu'il y avait des possibilités de revenir, que ça pouvait ressembler à autre chose. Et c'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là, parce que ça dépend du métier qu'on a, des clients potentiellement avec qui on travaille. Est-ce que l'équipe, elle est prête à accommoder ? Mais moi, j'étais vraiment privilégiée. Ça s'est vraiment bien passé quand je suis revenue. Ma chef, Mélide, était vraiment prêt à m'aider et à faire des changements, quoi. Parle-nous un peu de comment tu organises ta semaine de 4 jours, des 10 heures par jour. Ouais. Parce que quand Charline m'en a parlé, moi, j'étais un peu, pas choquée, mais je me suis dit, travailler 10 heures par jour, c'est énorme. Alors, je ne suis pas convaincue. Donc, comment tu t'organises? En fait, le départ, je me suis dit, mais je travaillais 12 à 13 heures par jour. Donc, je me suis dit, je fais 10 heures, ça me dégage déjà 2-3 heures en moins. Puis, je pense que c'est une mauvaise ou je sais pas, mais c'est une habitude que j'ai toujours eue. Parce que en France, vu qu'il y a ce gros aspect présentiel, les journées sont plus longues. J'étais aussi à Paris, on avait plus de transports en commun. Et je sais pas, j'ai l'impression que j'ai toujours bossé plus que 8 heures par jour. Et même avant Covid, donc je sais pas, c'était un peu dans mon rythme en fait normal. Je suis du matin, donc je me réveille tôt. Je commence, puis au final j'ai gardé le même rythme depuis, mais je commence ma journée entre 7h30 et 8h. Puis je finis entre 6 et 6h30, quoi. Puis moi, ma question, ce que je voudrais aborder, puis que j'aimerais qu'on élabore dessus, c'est en RH, tout le monde parle. Tu sais, quand tu regardes TikTok, quand tu regardes Instagram, tout ça, tout le monde parle de la génération Z. Ouais. Comment que la génération Z est en train de changer le travail. La génération Z pense à eux. Tu sais, c'est moi. Ouais. Moi, je veux être heureux. Moi, je veux pouvoir faire ça. Je veux pouvoir mettre mes règles et tout. Comment tu vois le futur des RH avec cette génération-là? Moi, je les aime d'amour parce que, en fait, ils disent tout haut ce que je pense, nous, la génération un peu milléniale, on pense, mais on est un peu parfois inconfortable de le dire parce qu'on a la génération au-dessus qui sont là en mode « Ouais, mais moi, j'ai dû faire ça, j'ai dû travailler dur, j'ai dû endurer tout ça, puis j'ai enduré tout ça, donc je vais te faire endurer tout ça. » Vu que, je sais pas, enfin vraiment, c'est juste, ils
ils cassent toutes les barrières, ils ont pas peur de poser les questions, d'aborder les sujets, de dire les termes. Et non, j'apprécie ça, franchement. Après, ce que je trouve dommage, c'est que les entreprises enfin, en tout cas, l'entreprise pour laquelle je travaille, ils sont en retard pour adresser... Ils sont pas prêts. Non, ils sont en retard pour adresser certains sujets comme la transparence des salaires, les sujets de santé mentale. Oui, on en parle, mais bon, on tourne en rond au bout d'un moment. Tout ce qui est inclusion, diversité, enfin, on est en retard, quoi. Moi, je sais que j'ai travaillé dans un environnement où c'était que de la génération Z. Et ça m'a tellement rendue courageuse. J'ai pris le bon. C'est sûr qu'il y a du mauvais, mais il y avait du mauvais dans nous aussi. Mais j'ai pris le bon, la capacité de pouvoir négocier mon salaire, la capacité de pouvoir dire non, de mettre mes limites et dire non, je ne peux pas, non, je ne veux pas. Et de vraiment avoir ce pouvoir de dire, moi aussi, j'ai envie d'être quelqu'un à mon travail, puis il faut que vous suivez ces règles-là pour que je puisse y arriver. Ouais, puis un non se suffit à lui-même. Ouais, c'est ça. Puis, pas d'excuses. Non. Juste non. Aurélie, j'ai envie de te demander, est-ce que... Parce que moi, je suis restée scotchée à ta semaine de 4 jours. De 10 heures par jour. Est-ce que c'est générationnel? Tu peux te permettre de commencer à 7 heures et de terminer à 7 heures. Mais si tu as des enfants à la garderie, oui, non, c'est sûr. Moi, je vis avec mon conjoint, on n'a pas d'enfants encore. Je sais que moi, le 10 heures par jour, c'est clairement quelque chose que je peux faire parce que je suis toute seule à gérer ma journée autour. Je peux faire mon sport après. Voilà, j'ai personne à aller chercher à la garderie. C'est vraiment plus facile. Mais j'ai des collègues autour de moi qui... Depuis, je mène un petit peu ma petite révolution. J'en parle, quoi. Puis je leur dis, mais c'est possible, essaye. T'es pas obligé de faire ta demande officielle tout de suite. Essaye-le pendant quelques semaines. Essaye différents formats. Parce que ce qui fonctionne pour moi va pas fonctionner pour tout le monde. Il faut que tout le monde trouve son équilibre, identifie ce dont la personne elle a besoin. Puis ensuite, teste. Faut tester. D'après toi, quel autre type de format qui pourrait s'aligner avec une famille de 2 enfants? Les 2 parents font travail. On veut peut-être alléger. Quelle autre formule qui pourrait s'appliquer? Je sais, par exemple, j'ai une collègue, elle fait du part-time. Oh là là, je suis désolée parce qu'à chaque fois, on parle en anglais au travail. Temps partiel. Puis ça fait genre la française, elle parle anglais, mais pardon. Elle fait du temps partiel, donc au lieu de faire 40 heures, elle fait 36. Puis au lieu de faire 10, elle fait 9 par jour. Ou alors, elle travaille 8 heures, puis elle fait son 4 heures le vendredi matin. Puis l'après-midi, elle travaille pas. C'est décalé un peu les horaires. Oui, c'est ça. Puis après, nous, la chance qu'on a, c'est que on n'a pas besoin de signaler j'ai commencé à telle heure et je termine à telle heure. C'est vraiment, est-ce que ton travail est fait? Ta responsabilité. Tant mieux, tu peux commencer plus tôt, tu peux finir plus tard, tant que ça reste raisonnable et que les gens ne travaillent pas jusqu'à 2h ou 3h du matin. C'est OK. Donc, on a un rendez-vous médical dans la journée, on a besoin de, je sais pas moi, quitter un petit peu plus tôt ou quoi, on s'arrange, quoi. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils sont focalisés au jour le jour, au lieu de regarder ma semaine et comment les choses se compensent. Et de façon logique, souvent, c'est du bon sens. Il faut juste appliquer un peu de bon sens à sa journée. Puis après, quand on regarde sa semaine et son mois, peut-être qu'on sait que sur un mois, on va avoir une semaine qui va être plus chargée, mais l'autre, elle va être plus calme. Sur la semaine chargée, je vais peut-être faire plus d'heures, puis la semaine d'après, je récupère. Planifier ça peut... horaires. C'est ça. Est-ce que tu te sens plus productive? Oh, mais oui, clairement. C'est plus clair dans ma tête, en fait. Ouais. Quand je reviens mon lundi... c'est clair, quoi. Puis j'ai vraiment plus de priorisation. Je me respecte dans la façon dont je donne mon temps aussi. Chose que je faisais pas avant. J'étais vraiment comme si j'étais une élastique, quoi. Donc, puis les gens prenaient. Tu te sens beaucoup plus engagée dans l'entreprise ou engagée avec tes collègues parce que tu es plus frais et dispo? Ouais, engagée, puis sereine, confiante. Ça joue aussi beaucoup sur la confiance en soi. Je trouve j'ai gagné pas mal de confiance en moi depuis que j'ai fait ces changements et je me suis rendu compte que c'était pas le fait d'être dispo 13 heures par jour qui faisait que j'étais reconnue dans mon travail. C'était juste
Aurélie, tu étais pertinente dans tes propos, que tu sois là à 10h du lundi au jeudi ou que tu sois là le vendredi aussi, ça change rien en fait. Donc, Mais ce que les gens vivent souvent, c'est d'avoir peur de dire non. Ils ont peur de dire non. Puis c'est difficile. C'est difficile, et toujours c'est difficile dans le oui. les premières fois. C'est ça. Et tu as peur de, si je dis non à ma boss, ben, elle va jamais me faire confiance. Mais si je dis non à un employé, ben, il va jamais venir me voir. Il va plus me faire confiance. Il va aller voir quelqu'un d'autre. Alors, tu te sens moins valorisé dans ton travail. Puis, moi, je trouve que, dis-moi si toi, tu te sens de la même façon, mais notre travail, ça demande à ce que les gens viennent nous voir et se confient à nous. Et si on n'est pas dispo, ben, c'est quoi le but de mon travail? Alors, si je lui dis non, ben, j'ai plus de job. Alors, mais souvent, les gens, c'est est-ce que tu as 5 minutes? Mais c'est jamais 5 minutes. Jamais. 5 minutes, en fait, c'est 35 minutes, 40, 45, 1 heure. Et le fait, c'est pas juste le fait de dire non, c'est je suis pas disponible maintenant. Est-ce que tu es disponible cet après-midi à 3 heures? Est-ce que demain matin? C'est juste donner différentes options et je demande toujours, est-ce que c'est urgent? Si c'est pas urgent, ben on attend. Après, bon, chaque personne a un peu sa propre définition de ce qu'on met derrière urgent, mais ça, c'est une autre question. Mais ou alors, aujourd'hui, on travaille tous en virtuel, quoi. Les gens, ils voient le statut. Quand je suis sur un appel, ils m'envoient un message, c'est urgent. Je dis oui, je suis sur un appel, juste écris-moi et je te réponds en même temps, quoi. Donc, c'est la manière, si j'ai bien compris, que tu puisses un petit peu structurer tes communications, que ce soit par courriel, que ce soit dans tes réunions Teams ou Google Meet ou exactement. Donc, c'est de structurer et de laisser savoir à tes collègues la manière que tu es structuré et d'y tenir. Parce qu'on essaie de faire un plan et puis les gens essaient de dévier un petit meeting le vendredi après-midi à 4 heures. Donc... Mais c'est là que... Quand je suis revenue aussi, après mes recherches, j'avais vraiment découvert que les limites, c'était vraiment important. Moi, j'avais besoin de définir ce qu'étaient mes limites. Ensuite, une fois que je les avais définies, il fallait que je les communique. Puis, après, ce qui était le plus difficile, c'était juste de stick to it. Genre, fallait que, c'était ça mes limites. Aurélie, tu t'étais défini ça, tu sais que ça va fonctionner, juste reste sur ta ligne, quoi. Puis c'était ça, je pense que c'est ça le plus compliqué parce que les gens te challengent au quotidien, en fait. Ils essayent un petit peu de grappiller un peu ici, grappiller un peu par là. Puis parfois, ça va être une limite qui va être rigide, c'est-à-dire non, ça c'est non et c'est non. Puis parfois, ça va être une limite qui peut être un peu flexible, poreuse. Puis je me laisse ma liberté de définir, là, il est 5h30, dans 90 des cas, non, je ne prendrai pas un appel, mais là, je ne sais pas, c'est une urgence, la personne a besoin de parler ou quoi. Oui, là, je vais te dire oui. Mais c'est un effort, c'est quelque chose de conscient que je fais. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire à chaque fois. Puis après, les gens, ils respectent, en fait. Ils voient que tu as un cadre. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, en tant qu'RH, pas en tant que l'avoir vécu, mais en tant qu'RH, moi, qu'est-ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'aspect, qu'est-ce que je peux dire à un employé? Souvent, je vois qu'un employé est burn-out. Je vois qu'il est épuisé, je vois qu'il n'est plus capable. Et là, je dois conseiller mon gestionnaire. Mais moi, on me dit des fois, tu ne peux pas conseiller à un gestionnaire de dire à un employé de partir en burn-out. C'est quoi ton opinion à ce niveau-là? Mais juste être... c'est des humains, quoi. À la fin de la journée, il faut juste être honnête avec les gens. Et si la personne elle a besoin de partir, elle a besoin de partir. Ça, c'est vraiment un désavantage que de garder quelqu'un qui est juste qui est mal, quoi. C'est juste pas correct, quoi. Je sais pas. Je pense qu'aussi en premier lieu, Charline, tu dois aussi offrir le support nécessaire à ton employé. Exactement. D'aller chercher des outils, voilà ce que nous offrons en tant qu'entreprise, tous tes programmes d'aide aux employés et d'aller donner un soutien avant que la personne se ramasse dans un état. Par contre, ce que tu as dit tout à l'heure, Aurélie, tu as attendu, toi, tu le savais, parce que Charline t'a dit que tu n'étais pas en burn-out, tu étais en burn-out, tu n'avais pas un burn-out par-dessus un burn-out. Exactement. Les gens ne sont pas toujours prêts à l'entendre. On n'est pas prêts. Ou à prendre des actions. Pourquoi les gens, est-ce qu'ils ont peur d'être face à eux-mêmes, peur de perdre leur emploi? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a la pression sociale, il y a la pression,
au sein de l'entreprise, mais après, ça peut être une pression aussi au sein de la famille, culturelle. Ouais, culturelle. Enfin, ça remue plein de choses, en fait. La santé mentale, c'est pas forcément selon la génération, selon d'où on vient, selon sa famille. C'est pas quelque chose qui est forcément ouvertement abordé, quoi. Puis ça remue plein de choses, en fait, l'épuisement professionnel, parce que oui, ça arrive dans le cadre professionnel, mais ça vient chercher qui tu es, en fait, ce qui est vraiment important pour toi, tes valeurs, comment tu as été construit, parce que bon, moi, j'ai fait mon épuisement professionnel à, je sais pas moi, 5 ans ou 6 ans d'années professionnelles. Il y en a qui le font après 20 ans, 25 ans, et là, il faut remettre en question un peu un plus gros bagage professionnel, quoi. Donc, oui, il y a des gens qui sont pas prêts à l'entendre, mais je pense pour les gens qui sont vraiment... On sait qu'ils vont pas bien, mais qui sont pas prêts à l'entendre, faut juste pas les laisser tomber. Faut répéter, faut faire des follow-up, ouais, parce que au moment où ils vont pas aller bien, ils vont savoir que on est là pour eux, ils vont pouvoir nous contacter et être un peu vulnérables avec nous. T'as fait le travail tout seul ou thérapie? Non, j'ai fait toute seule. T'as fait tout seul. Quelles ressources que t'as utilisées? Je voulais faire thérapie, mais honnêtement, c'était vraiment difficile de trouver quelqu'un. Puis je me sentais pas dans le besoin. Non, j'avais pas l'énergie de faire la période de dating de thérapeute dont tout le monde parle là. Et j'avais juste pas l'énergie. Mais je sais que c'est quelque chose que je considère, et tous les, je sais pas moi, 3 à 6 mois, je me dis, est-ce que ça serait pas le moment? Puis après, je suis là, mais le dating de thérapeute fille, ça me démotive un peu. J'aime ce sujet parce que moi, je l'ai fait, le dating de thérapeute. Et des fois, ça amène un autre stress parce que tu te demandes, est-ce que c'est moi? Tu parles à un thérapeute, puis il n'y a absolument rien, puis tu te dis, est-ce que c'est moi le problème? Et là, tu as besoin d'un break avant que tu rencontres un autre, jusqu'à temps que tu trouves celui qui est le fit. Mais le processus peut être aussi épuisant que prendre un arrêt de travail. Non, pardon, faut que je corrige. J'ai pas fait de la thérapie, mais j'avais fait appel au programme d'aide à employés. Et j'avais fait une séance avec une personne qui, elle, m'avait dit, mais vous êtes légitime, en fait, à vous sentir comme ça. Et elle m'avait dit, qu'est-ce qui fonctionnerait pour vous? Parce que c'est ça aussi, il faut poser la question aux gens. Qu'est-ce qui résonnerait avec vous? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que vous aimez la lecture? Est-ce que vous avez juste besoin qu'on vous envoie les trucs prédigérés, un peu comme ça? Est-ce que c'est plus les podcasts, les films, enfin, peu importe quoi. Puis elle m'avait donné plein de ressources comme ça. Puis après, moi, j'ai fait ma petite recherche... de ton côté. Ouais, rat de bibliothèque un peu. Et moi, les filles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas pris de thérapeute, j'ai pris un coach. C'était, je pense, pour moi, aussi bien. J'ai jamais fait de thérapie. Mais c'était bien pour moi parce qu'il m'a donné un peu... mais il m'a pas donné. J'ai été capable de verbaliser qui j'étais. Et j'ai été capable de voir aussi où est-ce que j'avais besoin de travailler. Il m'a remis sur la voie. Donc, c'était probablement comme une sorte de thérapie. Ouais, c'est un peu une thérapie. Et puis, une thérapie aussi qui te valorise. Et puis, ça m'a permis un petit peu de voir que il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise situation au niveau du travail. Je ne sais pas si c'est clair. Et que tout n'était pas relié à moi ou à l'employeur. Donc, c'est un cadre qu'il m'a donné. Donc, avec ça, je suis repartie confiante. Mais c'est un exemple que je vous donne. Les gens qui ne veulent pas nécessairement avoir un thérapeute ou avoir ce dating de thérapeute peuvent se tourner vers un coach professionnel il va aller probablement peut-être moins dans l'aspect personnel. Dans l'action. Dans l'action et de voir qui t'es toi, Charline ou Karine ou Aurélie. Donc, parce que la thérapie, excuse-moi de t'interrompre, mais je suis tellement d'accord avec toi parce que souvent la thérapie, ça peut être tellement lourd parce que c'est aller dans ton enfance, aller dans tes traumas. C'est le mot du jour maintenant, mes traumas. Alors, ça peut être tellement lourd puisque le coaching, c'est l'action. Qu'est-ce que tu vis maintenant? On prend action sur qu'est-ce que tu vis maintenant. Puis c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne mieux pour toi. Moi, j'aime bien l'image de la caisse à outils. C'est comme si, quand j'étais pendant mon livre, là, j'avais pris toutes ces ressources, puis tout ça, puis je m'étais construit un peu ma caisse à outils. Puis je m'étais dit, dans situation X ou Y, Z,
ah ben là j'aurai ma petite phrase, je sors mon petit outil de ma caisse à outils, ou alors je fais face à un type de personne un peu toxique qui parle mal, mais vas-y j'ai ma petite phrase ou ma petite question ou mon petit truc tout prêt. Comme ça je savais que j'avais ça de près, j'avais écrit ça sur un petit cahier sur le côté, j'avais juste à feuilleter quelques pages et j'avais ces petits outils là à disposition, ouais, qui étaient prêts, qui m'aidaient. Et maintenant je les utilise plus parce que c'est juste c'est arrivé, tu l'as fait plus que 21 fois. Une fois que tu ouais, fais une chose plus que 21 fois, ça devient un automatisme. Mais oui. Ouais. Mais ça c'est intéressant la caisse à outils parce que on a été privilégiés d'avoir des emplois où on avait un département de ressources humaines ou un département qui misait qu'on a de l'aide aux employés. Mais il y a sûrement des auditeurs qui n'ont pas la chance de travailler dans des entreprises où il y a ce type de support. Qu'est-ce qu'on fait quand notre entreprise n'a pas les supports nécessaires puis on a besoin d'un service? Oui. Mais je pense faire ses recherches soi-même. Il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui qui sont disponibles. Il y a des podcasts. Moi, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Il y en avait quelques-uns francophones de France. Je n'avais rien trouvé au niveau du Québec, mais plus sur l'environnement de travail. Beaucoup de podcasts aux US, je pourrais vous donner les références. Ça serait bien, ouais. Mon petit livre aussi sur les... Montre-nous ton livre, depuis tout à l'heure, je le regarde. Oui. Non, mais c'est un livre qui m'a beaucoup aidée sur les boundaries, que je recommande vraiment à tout le monde. J'embête tout mon entourage avec ça, mais lisez-le, c'est vraiment utile pour le travail. Set Boundaries, Find Peace. Okay. Et c'est utile pour le travail, mais aussi dans la vie perso, dans les relations familiales, les relations amicales, parce qu'au final, les boundaries, elles sont un peu partout. Et donc, ouais, ça a vraiment résonné. J'ai plein de petits post-it à plein d'endroits. Mais ouais, ce livre m'a beaucoup aidée. Puis... C'est quelle phrase que tu retiens le plus? Comme y a-t-il quelque chose comme... Ah, j'ai pas une phrase là, tu me prends de court. Mais c'est vraiment l'ensemble du truc, c'est vraiment découvrir ce que c'est une boundary, c'est ce concept de vraiment avoir une boundary qui est rigide et une qui est un petit peu plus poreuse et flexible. Il y a plein d'exemples aussi où elle donne la théorie, mais elle donne aussi la pratique. Elle est thérapeute, elle est psychologue, je pense. Et donc, elle raconte un petit peu des cas pratiques de gens qu'elle a eus dans sa pratique. Et elle donne des situations vraiment bien spécifiques où elle dit, je sais pas, James était dans cette situation avec sa famille, il avait des difficultés avec... sa sœur, puis le problème spécifique c'était ça, il a réagi comme ça, puis après elle dit la situation là elle l'analyse un peu, puis après elle donne mais comment James, si c'est le prénom que j'ai utilisé tout à l'heure, il aurait pu aborder la situation différemment, poser ce type de questions, et donc c'est vraiment facile à lire parce que c'est pas juste quelque chose de théorique, il y a vraiment un gros aspect pratique et moi c'est ça que j'aimais bien, c'était un peu le parallèle entre les deux. Moi c'est ça que j'apprécie de nos jours, c'est qu'on a tellement de ressources. Oui, je promouvois la thérapie, je promouvois le coaching, il faut si on peut, si on a la possibilité, mais quand on regarde, si on regarde avant, là, dans notre génération, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas tout ça. Et maintenant qu'on l'a, on sait que, OK, ça, c'est des livres qui pourraient m'aider à peut-être arriver où est-ce que je veux arriver, mes objectifs. Comme tu as dit, les podcasts, il y en a énormément qui t'informent sur tout. Et puis justement, le fait que tu dis qu'il y a un manque au niveau du Québec, je crois que nous, on remplit ce manque-là. Ben ouais, c'est vrai, en fait. Là, on est là au bon moment. Mais oui, au bon moment, c'est là qu'on est. Écoute, j'avais envie deux choses de toucher. Les entreprises qui ne peuvent pas faire, je suis encore sur la semaine de 4 jours. Oui. Les entreprises qui ne peuvent faire la semaine de 4 jours, ils ont accès peut-être à autre chose. Et il y a une chose que j'aimerais vous parler dans une entreprise que j'ai travaillé dans le passé. On avait la semaine, la Wellness Week. Ah oui. Donc, cette semaine où tout le monde dans l'entreprise, probablement peut-être à part le département des finances, mais tout le monde dans l'entreprise est en vacances en même temps. Donc, c'était une semaine généralement dans la période estivale, que ce soit au mois d'août ou au mois de septembre. Et donc, ce qui nous permet que tout le monde déconnecte.
en même temps, ce qui permet aussi de ne pas avoir 200 courriels parce que tous les collaborateurs sont en vacances en même temps. Et ça, c'était un bon exemple d'avoir une flexibilité et d'avoir ce côté de santé mentale ou de bien-être au travail pour les entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une semaine de 4 jours. Ouais. Et on en avait une autre, Charline m'expliquait, et moi, je n'étais pas outrée, mais je trouvais ça assez intéressant. Les journées de maladie illimitées. Vacances illimitées. Il y a les vacances illimitées, puis il y a les journées de maladie illimitées aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a eu plusieurs études qui étaient sorties sur les vacances illimitées. En fait, ils ont prouvé que les gens ne prennent pas de vacances. Exactement. Parce qu'ils ont l'impression que je peux en prendre autant que je veux, je vais peut-être prendre un mois, 2 mois. Au final, ils ne prennent jamais les vacances, puis ils ne prennent même pas le minimum qu'ils devraient prendre les 3 ou 4 semaines. Enfin, ils ne prennent juste pas de vacances. C'est ça. Et je trouvais ça intéressant de les voir avec cette banque illimitée d'heures inutilisées, puis eux qui, en fait... Déjà, j'imagine qu'au quotidien, peut-être qu'ils sont mieux au travail, peut-être que justement, il y a plus du respect du... temps de repos, du temps de repos des collègues, et donc au quotidien peut-être qu'ils en ont ça moins va avec besoin. La culture, exactement pour les maladies limitées aussi, en sachant que tu as une banque, mais tu n'es pas malade, mais tu sais que s'il arrive quoi que ce soit, psychologiquement, ça te donne... Mais moi, j'ai eu ce gros problème-là. Je travaillais dans une compagnie de tech qui avait commencé vacances illimitées. Alors, on était dans le changement. Au début, sincèrement, on pensait que les employés allaient être contents. Les appels que j'ai eus d'employés frustrés, mais en colère, ça va pas marcher, ça fait pas de sens. Déjà, j'ai 3 semaines de vacances, puis j'arrive même pas à prendre mes 3 semaines de vacances. Et là, vous me dites illimité, c'est comme me mettre un jouet devant la face, puis je peux pas vraiment l'avoir réellement. Je sais que moi, l'approche que j'ai prise avec ça, c'est de vraiment dire aux employés, voilà, comme tu as dit, Karine, tu l'as super bien dit, de ne pas le voir comme des vacances illimitées, mais le voir que si tu as une urgence avec tes enfants, ben, tu n'as pas ce stress de dire « j'ai plus de vacances en banque, j'ai plus de maladies en banque, je peux arrêter et y aller ». Ou souvent, il y a des gens qui ne se permettent pas de prendre des vacances ou de la maladie parce qu'ils sont comme « ah, mais j'en ai pas assez ». Mais là, tu n'as plus ce stress. Alors, je crois que c'est la perception et comment que la compagnie l'approche. L'erreur que des compagnies font, c'est qu'ils l'approchent de façon à tu as des vacances, tu peux prendre illimité, tu peux y aller. Ouais, mais non. Il y a la réalité de c'est un monde corporatif, quoi, c'est du business. On est dans un monde capitaliste, il faut produire, quoi. C'est impossible. Et puis, il y a la chose que tu as dit que j'aime, c'est qu'on est en retard. Mais en même temps, les employés ne sont pas conscients des barrières que les entreprises ont. Beaucoup me demandent, mais pourquoi si je travaille de la maison, pourquoi je ne peux pas prendre une semaine puis je travaille du Mexique? C'est un classique, ça, surtout en ce moment. Mais mais je pense qu'il faut leur expliquer, en fait. Moi, j'aime leur dire, OK, je suis juste le message. Parce que parfois, les gens voient les RH comme si on était les policiers du monde professionnel. Mais je leur dis, écoute, je t'explique ce qui est possible. C'est pas moi qui fais la politique, c'est pas moi la police de là. Je me mets dans une position de, je veux t'aider à trouver la meilleure solution possible. Puis juste parfois leur expliquer le contexte, comment l'entreprise, ils arrivent à mettre ses limitations, ses politiques, ses règles en place, ils comprennent. Enfin, si vraiment ils font preuve de bonne foi et qu'ils sont prêts à écouter, ils comprennent. Puis parfois ça aide, mais... C'est vrai que parfois, on peut se dire, je suis à Montréal, je fais 100% télétravail, pourquoi je peux pas être à Touloum, quoi. Donc, et je le comprends, je l'entends complètement. Mais moi-même, je suis comme, mais je veux partir travailler de la Martinique pendant une semaine. Les gens oublient que les RH aussi, on est des employés comme eux, quoi. On n'est pas... Nous autres aussi, on vit les mêmes problèmes qu'ils vivent. Mais on n'a pas bonne réputation, parfois. Moi, je regarde Instagram, là. Les gens nous aiment pas. Hein. Ils n'aiment pas les RH. Non. Mais pourtant, comme tu as dit, on est des employés comme eux. Ouais, mais il faut qu'ils nous voient comme ça, en fait. À partir du moment où on casse ce mur et qu'on se met dans une position, je pense,
abordable, d'égal à égal, Enfin, moi, j'essaye d'être transparente. Comme le titre, ouais, c'est comme ça. le partenaire. Moi, j'essaye d'être aussi transparente que je peux. Quand on a des questions sur les salaires, moi aussi, j'aimerais qu'il y ait de la transparence salariale et je leur dis, je suis avec toi. C'est ça. Je suis dans le même camp. Je te donne tout ce que l'entreprise m'autorise à te donner, mais ouais. Aurélie, je vais te demander le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs? Je pense que j'aimerais dire, c'est que les gens dans l'industrie dans laquelle je travaille, je pense, placent leur entreprise au cœur de leur vie, au lieu, ils réalisent pas trop que c'est pas toute leur vie et que les entreprises parfois ne méritent pas d'être placées sur un piédestal comme ça, surtout quand on est un parmi 700 000 employés dans le monde. Juste revoir ses priorités. Si jamais ils sont dans une situation de détresse où ils sentent qu'ils sont un peu sur une pente glissante, faire cet exercice sur eux-mêmes, de réfléchir à qu'est-ce qui est important pour moi, de quoi j'ai besoin, se renseigner sur ce qui est possible dans leur entreprise, mais aussi à l'extérieur. Et si jamais il y a quelque chose à l'extérieur qui existe, mais qui n'existe pas dans l'entreprise, essayer d'amener l'initiative, être ouvert sur le sujet, avoir ces discussions. Ouais, je pense que ce serait ça ma petite reco. Ouais. Et pas avoir peur de casser les barrières, justement, pour un peu shaker le vieux monde corporatif. Puis essayer de se faire un coffre à outils comme tu le fais, avec des podcasts, des lectures, même une conversation avec des collègues. Trouver les choses, en fait, qui résonnent avec eux. Et faire son petit benchmark, de voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui fonctionnerait avec moi, et trouver ce qui fonctionne pour eux, parce que ce qui fonctionne avec Aurélie, ça va pas fonctionner avec tout le monde, puis c'est bien normal. Mais je te dis encore merci. Merci beaucoup, Aurélie. Puis comme d'habitude, à vous les auditeurs, si vous avez des questions pour Aurélie, posez-nous-les. On va lui laisser savoir et on vous transfère la réponse. Encore, merci à tout le monde. Merci.